conférence sur la vie autonome. Donc, je tenais à remercier Jenny Bolin qui se connecte et va nous parler depuis la salle en français. Et pour ça aussi, je la remercie. Donc, elle est directrice de l'Independent Living Institute et coprésidente du réseau européen pour la vie autonome, qui en anglais s'appelle ENIL pour European Network on Independent Living. Il y aura aussi l'intervention d'une salariée de ENIL qui s'appelle Natacha Kotus et que je remercie aussi et qui vont toutes les deux nous parler donc de vie autonome et des idées reçues. Je te laisse la parole, Jenny. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je vais mettre comme ça. Ça me fait plaisir d'être invité et d'être avec vous ce matin. Bon, ça aurait été mieux d'être là en personne, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde digital. La vie d'aujourd'hui. Ici, c'est la fête de Saint-Jean. En Suède, c'est une grande fête, le Midsummer. Donc, je suis contente d'être chez moi et pas chez vous. On va aller danser tout à l'heure. Qui suis-je? Je suis américaine, suédoise et suissesse. J'ai appris le français à l'âge de 20 ans, donc un peu de patience. Comme Mathilde m'a dit, j'étais contente de te voir, Mathilde, et les autres que je connais. Je suis le co-chair, le co-président. Et aussi dans ma vie, bon, je travaille pour le Independent Living Institute à Stockholm. C'est une fondation et je suis active dans l'aide internationale avec une organisation qui s'appelle My Right. Tout le travail que je fais, c'est pour les gens en situation de handicap. À l'âge de 36 ans, j'ai tombé d'un cheval d'un jour à l'autre. J'avais une vie un peu différente en chaise. Donc, ça m'intéresse ce qui se passe pour nous et comment on peut avoir une bonne vie. Avant que je parle de ENIL et les principes de la vie autonome, nos luttes et tout ça, je commence avec pour moi la vie autonome, sans l'assistance personnelle. Je ne serais pas là aujourd'hui parce que je ne serais pas me laver du lit, je n'aurais pas pris mon douche, je ne me serais pas habillée, je n'aurais pas pu prendre mon petit déjeuner. J'ai de l'aide pour faire toutes ces choses. Mais avec toutes ces choses, je peux travailler. Je peux prendre soin de mes petits-enfants. Je peux vivre une vie avec la vie autonome et avec une vie comme que je choisis. Dans ILI, le Institute, Independent Living Institute, on a 10 projets. 2 projets sont sur les réfugiés en situation de handicap où on travaille pour qu'ils puissent avoir une bonne vie aussi en Suède. C'est pas toujours, comme on dit, il faut connaître le système et tout ça. Donc, on aide de comprendre le système. On a un projet pour le transport accessible. On travaille beaucoup avec l'assistance personnelle et contre la discrimination. ENIL, Natacha va vous parler plus tard, mais on a des membres dans plus de 40 pays. Et on est un mouvement pour la vie autonome. On travaille pour le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes et de pouvoir avoir la pleine jouissance de la CRPD ou la Convention pour les personnes en situation de handicap pour la pleine intégration. Donc, comme on dit, en base, notre travail beaucoup sur la Convention et aussi sur l'article 19, pour pouvoir choisir où on veut vivre, avec qui on va vivre et comment on va vivre notre vie. Et ça veut dire aussi avec l'accès des services, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Dans ENIL, on travaille aussi comme on dit, l'Union européenne, c'est pour avoir une Europe sans barrière. Mais moi, je ne pourrais pas déménager à n'importe où et puis travailler parce qu'on ne peut pas prendre nos services. Donc, on est loin d'avoir une vie comme tous les autres. Pour aujourd'hui, j'ai lu un peu la convention en français parce que j'avais perdu un peu le langage pour les handicaps, mais j'étais
comme on dit, moi, j'ai appris qu'on devrait on devrait dire les personnes en situation d'handicap, mais ce n'est pas ça qui dit dans la convention, donc j'étais un peu surprise. Bon, bref, je vais dire maintenant, on travaille à INE, donc c'est le niveau européen, mais aussi au niveau national, comme aujourd'hui, d'être avec nos amis pour pouvoir parler de Independent Living National. On essaie de voir qu'il y a des lois dans les pays pour la vie autonome, pour les services comme l'assistance personnelle. On veut qu'il y ait une implémentation de le CRPD et on veut qu'on ferme les institutions. Depuis les années, on a vu des lois pour l'assistance personnelle, comme vous avez en France, en Espagne, il y a une loi, en Suède, Norvège, mais aussi dernièrement, il y a 2, 3, 4 ans, le temps passe, en Finlande, la Slovénie, puis il y a des projets, par exemple, dans la Bosnie-Herzégovine. Nos principes, la vie autonome, ça veut dire qu'on veut avoir les accès aux services pour pouvoir vivre une vie de mon choix, de pouvoir choisir comment je vais vivre ma vie. Pour le empowerment, souvent les gens handicapés ou en situation d'handicapé, on n'a pas eu comment dire, une vie où on peut lever nos voix. Donc, il faut le empowerment de prendre de l'un et l'autre, de pouvoir avoir une voix forte. Le contrôle de notre vie, de pouvoir planifier comment je vais faire. Je ne me lève pas tous les jours à 7 heures et me coucher à 10 heures. Ce que je devrais faire si j'avais le service à la maison, ce qui s'appelle en Suède le home health. Mais avec l'assistance personnelle, je peux décider de faire ma vie chaque jour différemment si je veux. De pouvoir participer dans la vie, ça veut dire d'aller à l'école, de pouvoir travailler, de pouvoir aujourd'hui d'aller dans la fête, d'être inclus. Notre mouvement, il a commencé aux États-Unis dans les années 60, justement où je n'ai pas trouvé un bon mot pour les leaders, dirigeants peut-être, qui ont voulu avoir accès aux mêmes écoles, ce qu'on n'avait pas. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé ce mouvement qui, aujourd'hui, continue de grandir. On ne veut pas être enfermé dans les institutions, loin de la vie, loin de nos familles et nos voisins. Je me souviens quand j'ai commencé le travail chez INE, c'était peut-être 2009-2010, j'ai rencontré les gens de le Council of Europe. Je n'avais pas le temps de trouver ce mot en français. Et il y avait une dame qui m'a demandé, mais on ne peut quand même pas fermer les institutions complètement. Il y aura toujours des gens qui ont besoin. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. Ensuite, on voit qu'il y a des gens qui ont besoin 24 heures sur 24 qui peuvent vivre dans les appartements, mais c'est une question d'avoir accès aux services. Mais c'est justement ça qu'on doit travailler contre. C'est les mythes qu'il y aura toujours des personnes qui ont besoin. Il y a des personnes qui n'ont pas les voix propres. Mais avec de l'aide, on voit une organisation comme YOG en Suède qui ont beaucoup de gens qui ont besoin 24 heures sur 24, mais qui ont une façon de travailler où c'est des gens qui apprennent comment cette personne fonctionne, qu'est-ce que la personne veut dire avec les yeux s'il n'a pas la voix, mais aussi quelqu'un qui fait la garantie qu'il y aura toujours quelqu'un pour travailler. Moi, je peux prendre le téléphone et téléphoner si quelque chose arrive. Il y a des gens qui ne peuvent pas, on sait ça. Excusez-moi. Et ça, c'est un peu les mythes qu'on a vus pour l'assistance personnelle, qu'il y a toujours des gens qui ont besoin. Et on dit non, ce n'est pas vrai. Il est possible avec l'assistance comme il faut. Ça, c'était nos luttes. Et là, je vais demander à toi, à Natacha, de parler un peu de
de INIL. Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Merci, Jamie. Je suis Natasha Kokic. Je travaille à Enil, au bureau de Bruxelles. Normalement, je suis en charge des campagnes, nos campagnes. On a un petit bureau à Bruxelles avec beaucoup de membres en Europe. On a des membres individuels, on a des membres des organisations, des personnes handicapées. Donc, comme mentionné, on est un réseau qui se bat et qui fait la promotion des droits des personnes handicapées. Et surtout, voilà, on fait un point sur la vie autonome, la DI, je dirais abréviation, la DI. Et la base de travail, c'est vraiment la Convention de l'ONU pour les personnes handicapées. Surtout, on parle de l'article 19 et l'observation générale 5. C'est le départ de toutes les discussions, de tout ce qu'on fait. On a pendant des années, on a suivi, on a fait des recherches, des rapports sur l'ADI, sur la vie autonome. On a aussi observé l'utilisation des fonds de l'Union européenne quand il s'agit des personnes handicapées et la vie autonome. Donc, ce qu'on a observé pendant des années, il y a des idées différentes, il y a des interprétations différentes de la vie autonome. Il y a, surtout quand on parle de l'assistance personnelle. Donc, nous, ici, surtout à Bruxelles, on essaie d'expliquer aux institutions européennes, aux politiques, vraiment aux députés européens, ce que c'est la vie autonome, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes handicapées. Et souvent, on est face à des préjugés, je dirais discrimination, malinterprétation. Souvent, on a dans le dialogue avec les institutions européennes, on a des commentaires comme quoi, ah oui, on ne sait pas ce que c'est une institution, c'est pas clair, mais par contre, c'est très clair. Et on essaye vraiment de souligner chaque fois que voilà, c'est bien expliqué dans la Convention, dans leur observation générale 5, qu'il ne s'agit pas de nombre de personnes dans les institutions, mais vraiment une approche et les choix. Donc, chacun doit avoir le choix comment, où et avec qui vivre. Souvent, on a des remarques assez stéréotypes. Les politiques qui nous disent oui, mais certaines personnes doivent être dans les institutions. Voilà. Ah oui, la vie indépendante, ben voilà, ils sont un peu accompagnés un peu dans les institutions, la personne n'est pas seule. Donc, on doit tout le temps, moi je dirais aussi une lutte pour expliquer, pour faire comprendre ce que c'est la vie autonome. Que voilà, chacun doit avoir le choix où, comment et avec qui vivre. Quand je parle des fonds de l'Union européenne, nous, on a remarqué déjà dans le passé que vraiment les fonds de l'Union européenne étaient utilisés pour construire de nouvelles institutions. Récemment, bon, je dirais à partir, bon, c'est difficile de dire vraiment une date, mais disons la période de 2014 jusqu'à 2021, comme c'est une période de programmation de l'Union européenne, on a remarqué que de plus en plus les fonds de l'Union européenne sont utilisés pour des petites institutions. Donc, c'est les habitats inclusifs, en anglais c'est Small Group Home, chaque pays a un autre nom, mais beaucoup de pays, il y avait une pression pour
l'ADI pour développer la vie en communauté. Donc, les pays ont commencé à utiliser les fonds sous l'excuse, voilà, on va fermer les institutions, mais au lieu de créer les services dans la communauté, ils ont juste déplacé les gens dans les petites institutions. Et ça, c'est une pratique partout dans l'Union européenne. Il y en a, nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a fait des plaintes à la Commission européenne. On a fait des plaintes au médiateur européen. On est allé même au tribunal au Luxembourg et pour vraiment souligner qu'il y a un souci en Bulgarie. Par exemple, c'est surtout pour les enfants. D'un coup, il n'y avait plus d'enfants dans les institutions, mais ils étaient juste déplacés dans les petites institutions avec des conditions de vie horribles. Donc, nous, maintenant, on fait vraiment un rappel aux politiques. Voilà, ça c'est faux. Comment on doit faire? Au lieu de placer les gens de nouveau dans les petites institutions, vous pouvez utiliser les fonds pour développer les services, pour l'assistance personnelle, pour, par exemple, les appartements accessibles, pour les maisons accessibles. Chaque fois quand on a fait une plainte à la Commission européenne, pour plusieurs pays, Pologne, Autriche, Estonie, chaque fois, la même réponse, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc là, ça aussi, c'est un souci, puisqu'ils n'acceptent pas, voilà, que ce n'est pas vrai. Que c'est une violation des droits humains. Aussi, souvent, ils nous disent, ah voilà, c'est une période transitoire, déplacer des grands dans les petites institutions. Mais on ne voit pas le plan pour après. Donc, notre lutte ensemble continue. Et c'est ce qui se passe avec les fonds de l'Union européenne, c'est une violation des droits humains. Et bon, on va continuer la lutte. Voilà, ça c'est brièvement un peu ce qu'on fait au niveau des fonds de l'Union européenne. Et peut-être, avant de finir, je mentionne juste ce qu'on fait aussi comme notre, disons, un des plus grands, des plus importants moments, la plus grande campagne, c'est Freedom Drive, qui se passe, c'est un événement de 3-4 jours qui s'organise tous les 2 ans à Bruxelles. On n'a pas pu organiser maintenant à cause de Covid. Donc là, on organise du 26 au 28 septembre. Je sais qu'il y a déjà des membres français qui se préparent pour venir. On organise plusieurs événements, ateliers sur le sujet de la vie autonome. Puis on organise une marche à Bruxelles, puis une conférence. Et c'est un moment aussi quand les membres viennent et parlent et dialoguent avec les députés européens. On va organiser un événement également au Parlement européen. Donc voilà, c'est un moment de rencontre, de montrer et souligner l'importance de la vie autonome et aussi de montrer la voix aussi des gens de partout en Europe. Et voilà, merci. Si vous avez des questions, on est là. Merci Natacha, merci Jenny. Juste deux petites traductions. Donc, quand il parle d'assistance personnelle, en France, c'est plutôt dans la loi, mais on parle d'aide humaine. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Désolée. Et puis, l'abréviation DI, c'est pour désinstitutionnalisation. Le mot un petit peu long, mais... Merci Mathilde. Et aussi une chose, je voulais dire, désolée, je voulais bien être avec vous aujourd'hui, mais on prépare notre Freedom Drive et c'est un peu chaos. Mais j'espère bien un moment de venir de nouveau. Avec plaisir. Est-ce que certains dans la salle ou à distance ont des questions à poser
à Jenny ou à Natacha. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est ENIL, the European Network Independent Living. Voilà, c'est des initiales en anglais qu'on pourrait traduire en français par Réseau européen pour la vie autonome. Il y a main de Pierre Marquand. Merci Jenny, tu m'aides. Je vois la main. Ah oui. Vous pouvez mettre votre micro. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, alors dans ce cas, j'ai une question très simple. Alors peut-être que je n'ai pas tout entendu. Une question à Natacha ici présente. Donc vous dites qu'il y a à peu près la même réponse en disant tout va bien, quand vous cherchez à mettre une sorte de dénonciation sur les institutions européennes. Alors, je ne sais pas si j'ai raté l'épisode concernant la France, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de complaisance institutionnelle entre les institutions de droit internationaux et des personnes, notamment des directeurs d'institutions, alors que les personnes concernées par le handicap n'ont pas leur place? Attendez, j'espère que j'ai bien compris. Donc, s'il y a une liaison entre les directeurs des institutions et les institutions européennes? Oui, c'est Non. ça. Oui, c'est une forme de négociation, de complaisance, en fait. Ah oui, ça, c'est difficile à dire, hein. C'est vraiment difficile de dire, mais on n'a pas d'informations vraiment, mais je ne serais pas étonnée. Voilà. Après, il y a vraiment il y a des institutions, c'est vraiment, elles sont larges, c'est vraiment, ça fait, c'est malheureusement en Europe, les gens sont habitués, voilà, d'avoir des grandes institutions. Et c'est aussi un peu, disons, une tradition, voilà, des grandes institutions. Et difficile, je pense qu'ils ont peur de les fermer déjà pour les employés, de perdre le travail. Et après, ce qui se passe derrière et ce qu'ils négocient, ça, je l'ignore, hein, mais on peut supposer, voilà, juste, je ne Ça sais veut pas dire si qu'il y a c'est... une sorte, ça veut dire qu'il y a une sorte de maintien culturel par rapport aux institutions depuis des décennies, si j'ai bien compris. Oui, moi, je pense il y a un maintien culturel et c'est difficile d'expliquer, de rompre, voilà, ça ne peut plus exister, d'expliquer que une institution, si elle est fermée, ça ne veut pas dire, voilà, les gens ont perdu du travail, mais on a aussi, on développe pas, si on développe les services dans la communauté, euh, l'aide humaine, les employés peuvent avoir un travail. Donc, c'est un travail complexe de fermer une institution, mais nous, on ne demande pas, vous fermez d'un jour à l'autre, et voilà, c'est ça. Mais en parallèle, il faut préparer cette fermeture et en même temps assurer, développer les services de la communauté. Donc, on ne peut pas fermer et les gens sont dehors sans l'assistance, sans appartements, sans emploi. Donc, voilà, c'est un processus complexe et souvent on est face à cet argument. Ils nous disent ah voilà, c'est très complexe, c'est très long. Mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'on nous dit, qu'ils nous disent, voilà, c'est très long. Comprenez? Donc, il y a un souci. Et comme c'est très délicat, très complexe, j'ai souvent l'impression, encore eux, avec la vie autonome, c'est très complexe, c'est problématique, mais il y a des solutions et on donne des solutions. Donc, parfois, euh, les politiques, quand on commence à parler, oui, de nouveau, à eux, avec leurs implications, c'est très complexe. Voilà. Et surtout, quand on parle des fonds de l'Union européenne, quand ils construisent un pont, alors on le voit, voilà, c'est bien une promo, mais si on investit vraiment dans le service, dans l'assistance,
c'est pas quelque chose voilà, qu'on voit, il peut pas montrer sur la photo. Donc, c'est délicat, c'est complexe, mais il y a des solutions et on le sait bien. Il y a les moyens à créer une vie autonome voilà, pour tout le monde. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais... Euh, Alors, non seulement ça répond à ma question, mais ça rejoint en partie par mon expérience en tant qu'autiste qui, il y a maintenant 3 ans, a fondé, enfin plutôt cofondé, une structure communautaire dans la région de la France, là où j'habite, avec mon associé autiste. Donc, on a répondu concrètement au principe de la CEDPH sur le fait que ce soit autour par exemple des autistes ou d'autres concernés par le handicap, de reprendre leur vie en main. Donc, le principe d'autodétermination, je vais être très bref. Hein. Donc, en fait, on s'est servi du financement de l'ARS et des financements privés pour mettre au point cette structure de telle sorte à ce que les autistes puissent se constituer en association collégiale et qu'ils puissent établir, par exemple, des réunions, euh, je dirais, collégiales. Euh, voilà, ça, c'est une certaine manière de développer une forme de reprise de pouvoir politique et aussi administrative et surtout sociale, puisque on a on a établi complètement cette structure par nous-mêmes en visualisant ce qui pourrait être bien pour les autistes, y compris pour les autistes qui se retrouvent en fauteuil et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et puis ce projet a été salué à l'unanimité, même que l'autiste nous a félicité pour ce genre de travail parce que nous avons respecté le principe même par rapport à ce que nous sommes en train de discuter en fait. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est pas pour faire de la publicité, mais c'est pour susciter ne serait-ce qu'un minimum de joie et de confiance sur la capacité des personnes concernées par le handicap en réalité. Merci, oui. On sait qu'en France, il y a encore un énorme chemin à faire. On en parlera tout à l'heure puisqu'on va refaire un point sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et justement, le POTIS interviendra au sujet du rapport français et on pourra parler le rapporteur de l'ONU qui a du coup fait un rapport sur la France. Moi, ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, quand même, en France, comme le disait Natacha, il ne se passe rien en fait. On nous dit, oh là là, ça va être long. Ouais, mais à un moment, il faut commencer. Hein. Parce qu'en fait, en France, on ne commence même pas. On en est à rien faire. Quand l'ONU demande à la France qu'est-ce qu'elle fait pour fermer les institutions, elle répond, et c'est écrit, nous ne fermons pas les institutions. Donc voilà. Justement, ça revient à la solution qui a été concrétisée, dont je viens de parler. Donc, c'est de lancer d'autres solutions, mais par nous-mêmes, par les concernés, et qui pourraient susciter un intérêt progressif. Donc, ce qui est en train de se faire. Bon, ce n'est qu'un exemple, là, encore une fois. Alors aussi, ça me vient en tête. Alors, une toute dernière question, et après je vous laisse. Donc, pour Natacha, encore une fois, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres projets de cette nature qui arrivent de manière assez progressive, non seulement en France, mais aussi dans les autres pays, des projets de même nature par rapport à ce que j'ai raconté? Oui, merci Pierre. Oui, je pense, je ne peux pas parler particulièrement de France ou d'autres pays. Oui, bien sûr, il y a des gens qui s'organisent, mais souvent, c'est une petite structure, il n'y a pas assez de financement, donc c'est pas, on les voit pas toujours, on les entend pas. Le problème, c'est toujours moi je dirais, des grandes organisations, en fait, qui après, on a des grandes organisations et on voit pas tellement les organisations locales, mais il y a des initiatives, bien sûr, les organisations avec qui on travaille, ce sont surtout des petites organisations au niveau national, mais voilà, c'est toujours manque de financement. Quand il y a
quelque chose qui s'organise au niveau national, quand le gouvernement organise, distribue des fonds, organise les projets, prépare les projets, souvent des petites organisations ne font pas partie, puisqu'ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de financement. Et moi, je trouve, voilà, ça, c'est un problème. Et souvent, les gens vraiment concernés ne sont pas inclus dans tout ce qui se passe. Voilà. Donc, mais en tout cas, on doit continuer, lever la voix, on doit continuer de parler, faire la pression, tous ensemble de chaque pays. Et nous, surtout, on fait appel tous les jours, on essaie d'inclure nos membres de partout, aussi de soutenir quand il y a un projet qui se développe, si on peut aussi, puisqu'on a aussi des capacités un peu limitées. Mais oui, ça se passe, c'est bien. Et nous, on veut que vraiment les gens lèvent les voix, pas juste que les grandes organisations coordonnent et le gouvernement, voilà. Mais que le gouvernement, les institutions, le gouvernement européen, ils doivent tous comprendre ce qui est la vie autonome, parce que moi, je pense qu'il y a toujours un manque de compréhension ou manque de volonté politique. Comme c'est complexe, voilà, au lieu de faire quelque chose, ben, on évite. Mais en effet, je dirais plus que c'est un problème de volonté politique plus que de financement, puisque tant qu'il y a la volonté politique, il y a la réorientation du financement dans un projet quelconque. Donc pour moi, ça reste de la logique pure et simple. En tout cas, je vous remercie et puis je pense que nous devrions rester en contact et puis établir d'autres projets en commun parce que je pense que voilà, il faut quand même de la volonté politique à la fois transversale et aussi internationale. Donc moi-même, je suis prêt à aller jusqu'au bout, quitte à mener des collaborations avec vous et avec plein d'entre vous, y compris. Merci. Ouais, Juste une chose, juste pour rajouter, Mathilde le sait aussi, on a essayé aussi d'engager, on essaie toujours d'engager les députés européens, on a essayé avec les Français. Moi, je pense, bon, après, ça dépend, c'est individuel, comment ils sont engagés et tout, mais il y a vraiment des gens qui s'engagent. Donc, c'est bien vraiment si vous allez directement dans votre député national, il peut y avoir plus d'effets, parce que nous, on est en contact avec les députés de tous les pays un peu, mais après, quand un Français vient chez un Français, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien, puisque ils sont là pour les citoyens, et les citoyens ont la même chose pour la Commission européenne. Hein. Vous pouvez directement contacter, puisque plus nombreux on est, mieux c'est. Voilà. Voir le mieux c'est vrai. Ouais. D'accord. Ok, bon, on essaiera de donner la suite par mail. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de parler à des organisations telles que l'ENI que vous représentez. Ah oui, pour info, je suis aussi membre de l'ENI. Je suis récemment inscrit il y a environ 2 ans. Voilà, j'ai été conseillé par certaines personnes de mon réseau que je connaissais depuis assez longtemps. Eh bien, merci. Donc, on essaiera de se contacter par mail et puis au plaisir de se revoir bientôt, j'espère en tout cas. Merci. Merci, il y a des questions. Bonjour. Quelle est la vision de l'UE sur l'article 12 CRPD, car Independent Living nécessite la capacité juridique? Il faut demander lui. Il faudrait demander vraiment. Tu as besoin d'un représentant de l'Union européenne de répondre à ça. Moi, je pense qu'il y a toujours des soucis. Et maintenant, j'ai une vidéo pour ça. Si vous voulez, je la trouve ou je la montre après. J'ai une vidéo qui pourrait... Attendez, quelques secondes si j'arrive à trouver. Moi, je vais vous laisser pour la fête ici. Je dis merci à tout le monde. Moi, je reste. Hein? Au revoir. Moi, je reste. Tout le monde. Ciao, ciao. Si vous voulez patienter, j'ai besoin de quelques secondes pour trouver une vidéo, puisque nous, on a fait un shadow report. Donc, il y a une revue
de l'Union européenne et le respect de la Convention. Et nous, on a fait un rapport un peu en faisant les